Alors, quand on s'était arrêté, souvenez-vous, j'ai pas vu la rediff, bonne nuit Westbin. Bon bah très bien. Quand on s'était arrêté la dernière fois, souvenez-vous, ceux qui étaient là, ou ceux qui ont vu la rediff, ou ceux qui ont regardé la rediff sur YouTube, ou n'importe qui, voilà. Euh, Je vais faire une intro YouTube. 14 juillet, d'Éric Villard. Donc, quand on s'était arrêté la dernière fois, quand on avait arrêté de lire la dernière fois, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une délégation de nobles qui était venue dans la Bastille pour dire écoutez, les gars, maintenant c'est bon, on arrête, on se calme, on va peut-être arrêter. Donc, vous voyez les nobles arriver avec leurs grands chapeaux, avec leurs épées pleines de dorures, pleines de décorations, avec leurs habits très nobles, avec leur façon extrêmement élégante de marcher, etc. Mais qui là pressent un peu le pas, font tout le tour de Paris pour arriver jusqu'à la Bastille parce qu'ils évitent les endroits où se rassemblent les émeutiers pour éviter de se faire trancher la gorge. Ils arrivent au cœur de la Bastille et on menace d'en tuer. Mais c'est nickel, bravo mon gars. Elle a fait un manteau avec le tissu qu'il y avait là avant. On menace de les tuer. On menace d'en tuer un en l'occurrence et ils comprennent qu'ils n'ont rien à faire là et qu'il vaut mieux qu'ils se barrent. Bon, on avait aussi menacé de faire exploser la Bastille si les émeutes continuaient. On avait menacé de faire plein de choses, etc. avec des papiers. Il y avait un mec qui était venu avec des planches qu'il était allé chercher chez le menuisier, il avait couru pendant une demi-heure pour aller chercher ses planches, pour traverser un petit pont qui permettait d'aller chercher le papier que les gens qui étaient à l'intérieur de la Bastille tendaient, etc. C'est un vrai bordel. La fin de la journée de la Bastille, c'est un vrai bordel. Et en l'occurrence, je vous racontais ce passage qui était très drôle de donc 3 hommes de la délégation noble arrivent au sein de la Bastille, les tirs reprennent, donc ils sont tous en train de se disperser, les 3 se dispersent, 2 se retrouvent et un manque à l'appel. Et en fait, il se trouve que dans une espèce de grange, le troisième est en train de se faire viser avec un fusil, et en train de... Voilà, les émeutiers lui disent on va te tuer, maintenant c'est fini pour toi. Et les 2 autres arrivent et commencent à faire semblant d'être des révolutionnaires. Et donc là, je disais, imaginez-vous des gens en train de braquer Macron avec des flingues. Et vous avez Blanquer et Darmanin qui arrivent et qui disent ah non mais nous on est avec vous les gilets jaunes et tout ça ouais c'est grave cool debout les forçats de la terre bon et puis qui ramènent à l'Elysée ces trous de balles en leur donnant des coups de pied au cul parce que c'est ce qu'ils ont fait les mecs de la Révolution ces nobles qui étaient venus en délégation ils les avaient ramenés jusqu'à l'hôtel de ville en leur foutant des coups de pied au cul en leur frottant le crâne avec le poing et vraiment de manière très rude donc ça c'était un des passages un peu croustillants un peu savoureux de cette révolution là. Et donc là, on arrive évidemment à la fin de la Révolution. Enfin, à la fin de la Révolution, non pas du tout. À la fin de la journée du 14 juillet. Et on va voir un chapitre qui nous ramène un petit peu à une réalité un peu sordide, politique, un peu administrative, des événements qui ont été vécus directement par le peuple à cette époque-là, et notamment par les femmes dont on a finalement assez peu parlé. Blanquer et Darmanin qui font ça, ils nous accompagneraient jusqu'à la guillotine, ça ne ferait pas un pli. Bon, en l'occurrence, là, ils sont pas en position de force, les nobles. Hein. Ce fut un déluge d'hommes. Il devait être un peu plus de 5 heures quand la foule se rua dans la Bastille. Donc là, je vous rappelle, dans le chapitre d'avant, il restait plus qu'une porte, et quelqu'un ouvre la porte et dit oui, vous voulez quoi? Voilà. Il y a le peuple entier de Paris qui est devant la Bastille, et puis il y a juste un gars qui ouvre la porte et qui demande ce qu'on veut. Et donc, ce fut un déluge d'hommes. Il devait peut-être être un peu plus de 5 heures quand la foule se rua dans la Bastille. Dans la cour intérieure, les invalides et les gardes suisses sont en rang. Les poches remplies de clous et de chevrotines. Les émeutiers hurlent « Bas les armes !» Un officier dédaigne de le faire. On se jette sur lui et on arrache son sabre. Jean-Baptiste Imbert court vers l'escalier sur la gauche. Il grimpe les marches 4 à 4. La grande vis de pierre lui tourne la tête. Tout va très vite. Imbert enfile des centaines de marches sans rencontrer personne. Regringole, varrape, escalade la tour, et parvenu en haut, tout essoufflé, à bout d'excitation, il se rend compte qu'il est seul. Le voici sur l'une des tours. Il regarde la foule en bas qui étrangle la citadelle. Il y a du monde partout. La ville entière afflue vers la Bastille. Paris veut entrer. On tire encore quelques coups de feu, le ciel est sombre, et Imbert est seul. Tout seul, tout en haut du monde. Il voit tout, il sait tout, il est le premier homme. Donc tout en haut du monde, je rappelle parce que la Bastille c'était très très grand, hein. C'est une très grande citadelle. Hein. On est vraiment sur une sacrée forteresse, hein. Faut pas s'imaginer le petit truc... On s'imagine souvent ça petit parce que c'était en plein Paris, non non, c'était immense, hein. Ça surplombait Paris. Mais le rêve s'achève. Humbert aperçoit un soldat accroupi lui tournant le dos. Le Suisse ne l'a pas vu, ne sait sans doute pas que la Bastille est prise. Humbert le met lentement en joue. Le bout de son fusil guigne l'échine de l'homme.
Il ne voit pas son visage. Ce n'est qu'une ombre pétrifiée, une gargouille. Humbert crie « Bas les armes !» Le type se retourne, ahuri. Il a un bon petit visage. Il pose aussitôt son arme et assure en pleurant qu'il est du tiers-état, qu'il le défendra jusqu'à la dernière goutte de son sang et qu'il n'a pas tiré. Humbert ramasse son fusil, fait un pas et pose sa baïonnette sur le ventre de l'homme. C'est tout mou, une bedaine, tout arrondi, rempli de boyaux, de tripes, de quoi faire de l'andouillette pour tout un régiment. C'est plein de bombements et de convection, de cavernes, de gaz, c'est plein de tuyaux, de sacs, de girons, d'épigastres, mais Humbert n'est pas un sanguin. Il aime son prochain et n'est pas féroce. Il confisque au soldat sa giberne, puis se tourne rapidement vers le canon, à dessein de le faire tomber de son affût pour l'empêcher de servir. Donc il est sur le toit de la Bastille, il est certainement au sommet d'un des donjons, et il va faire tomber un des canons pour pas qu'on puisse continuer de tirer sur le peuple avec. Tout se passe en quelques instants, sous un lourd baldaquin de nuages. Le Suisse ne bouge pas. Humbert ne le perd pas de vue. Mais au moment où il se penche sur le canon, l'œil collé à sa chair obscure, une balle, venue d'une autre tour, crevant l'air de sa petite robe noire, lui traverse la nuque. Le badaud de son visage se crispe. Il semble tout petit soudain, si fragile. Son cou devient tout rouge, et quelque chose de très puissant le freine, le pousse, le happe, il tombe. Sa tête heurte la pierre, sommeil noir, un fil casse. Sa douleur se retire en lui, très profonde, humide et chaude. Il se réveille un peu plus tard sur les marches de l'escalier. Le Suisse le secoue par les épaules, sa blessure saigne beaucoup, il l'a porté jusqu'ici. Le visage étincelant de sueur, les deux hommes se regardent, le soldat déchire sa chemise pour panser sa plaie. Donc là, on a vraiment le Suisse, en l'occurrence, qui l'avait mis en joue, et qui disait « Non, mais je suis du tiers-état, j'ai pas tiré ». En l'occurrence, on pense qu'il dit la vérité, parce que, a priori, voilà, non seulement Humbert s'est fait tirer dessus depuis une autre tour, mais en plus, le Suisse, qui était censé défendre la tour, va panser la blessure d'Humbert. On courait en tous sens. Chacun empruntait le plus court chemin vers la vérité. Rossignol se hissait sur une autre tour. En montant, il vit une cellule qui était fermée et tira les verrous. Je rappelle que la Bastille est une prison. Hein. Un jeune homme était là, beau mais tout pâle. Quel bonheur de le foutre dehors. Rossignol reprend l'escalier, fou de joie. Lorsqu'il parvient en haut, il trouve un boulanger, Morin, avec ses frères. Il retournait les canons. Il faisait cela comme un autre travail, manche retroussée. L'un avait peut-être la clope au bec, l'autre crachait dans le vide. La bête est lourde, mais on parvient à la faire riper. Dans la liste des vainqueurs, on trouve bien un Morin, un boulanger, mais on ne sait rien de plus. Sitôt apparu au sommet de la tour, il se dissout dans l'azur. En dessous de lui, dans la liste, il y a un autre Morin, cordonnier. C'était peut-être un de ses frères, il avait 30 ans. Il venait d'Enoch, village dont le nom, sans doute mal compris ou peut-être seulement mal orthographié, nous fait rêver à de grands fleuves ou de bons patriarches. Mais lui aussi, au-delà de son minuscule CV, est avalé par la nuit. Donc voilà, je vous rappelle, le 14 juillet, historiquement, dans les archives, dans la documentation que va en faire Éric Vuillard, c'est plein d'hommes extrêmement vaillants, extrêmement courageux, extrêmement importants, parce que c'est vraiment eux qui ont fait cette journée du 14 juillet qui apparaissent et disparaissent de l'histoire. Ils apparaissent, on sait qui sont nés, on sait qui ils sont, on sait à peu près quel métier ils ont fait, mais c'est tout. On sait ce qu'ils ont fait le jour du 14 juillet, et puis ils ont peut-être fait quelque chose pendant 20 minutes, et puis pendant 20 minutes, ils sont les hommes les plus importants de l'histoire, mais après ils disparaissent. Et maintenant, j'imagine, Delorme, le noir, au milieu de la foule, il entre dans la Bastille. Il court lui aussi, se perd dans les couloirs, pénètre les cachots. La fumée des charrettes, qui brûlent encore, monte jusqu'en haut des tours. Des têtes surgissent aux rares fenêtres de l'édifice comme des diables sautant de leurs boîtes. En bas, des hommes arrivent de tous les faubourgs, le soleil reparaît. Les visages brûlent, les vêtements sont crasseux, on ne se connaît plus. C'est trop beau. Dans les jardins, les buissons gémissent sous leur cape de poussière, le vent fouette les arbres. Dieu que c'est beau, le monde vu d'en haut. Le vent se lève, le ciel tombe, il y a des cadavres dans la cour. Que c'est beau un visage, bien plus beau que la page d'un livre. Les sentiments surgissent de toutes parts et s'y éteignent. Mais les morts sont tristes, intimidants. 98 morts et d'innombrables blessés gisent sur des brancards de fortune, sur les tables des bistrots alentours ou sur les marges des églises. Seuls quelques noms ont été retenus, petits fragments de vie fossile. Beugard, Boutillon, Cochet, Foulon, Quentin, Grivaillet, Poirier, David, Falaise, Rousseau, Gourny, Hézard, Desnoux, Courançat, Blanchard, Levasseur, Sagot, Bertrand, Essara, Sauffrère, Renaud, Gomy, Dusson et Provost. En revanche, les morts de Flessel, prévôt des marchands, qui trônait à l'hôtel de ville et du gouvernement de la Bastille, et de Launay, que le peuple lyncha le soir même, sont parfaitement documentés. Sur la mort du gouverneur, il y a donc, il dit pas ça au hasard, tous les pauvres qui sont là, on ne connaît d'autres que leur nom de famille, on ne connaît des fois même pas leur métier, on ne sait même pas des fois d'où ils sont nés, on ne sait rien sur eux, et la plupart d'ailleurs on ne connaît même pas leur nom du tout, on ne connaît rien du tout sur eux.
Par contre, euh, les gouverneurs, Flessel, le prévôt des marchands qui est mort, et le gouverneur de la Bastille, Delaunay qui est mort aussi, en l'occurrence, eux, on connaît leur nom et on sait absolument tout d'eux. La documentation, elle est parfaite. Bon, encore une discrimination sociale à travers l'histoire. Hein. Sur la mort du gouverneur, il y a l'interrogatoire de François Denot, cuisinier. Sur celle de Flessel, il y a la déposition du fossoyeur de l'église Saint-Roch et une information d'office. L'église Saint-Roch, vous savez, c'est à côté de l'avenue de la République, je crois. De l'avenue du Temple. Malheureusement pour lui, le temps a conservé d'autres pièces. Une déclaration du directeur de la manufacture d'armes de Charleville nous révèle l'offre de 12 000 fusils qu'il lui a faite le 13 juillet vers 4 heures de l'après-midi. Mais le maire de Paris n'a pas donné suite. Pourtant, tout au long de la journée du 14, le peuple lui réclama des armes et le bon prévôt des marchands ne cessa de lui en promettre, déplorant de ne pas en avoir. Cela retarda considérablement la prise de la forteresse et fut cause de beaucoup de morts. Je vous rappelle, au début du livre, on a le peuple qui va à l'hôtel de ville aller chercher des armes auprès du prévôt, et le prévôt dit « Ah non, mais il n'y a pas d'armes ici !» Et en fait, on se rend compte que la veille, il y a 12 000 fusils qui sont arrivés à l'hôtel de ville. Et le prévôt disait qu'il n'y avait pas d'armes. Bon. Mais afin que la barque soit vraiment pleine, ajoutons cette lettre de la maison du roi qui, le 11 décembre 1789, annonce à la marquise de Launay le versement d'une pension de 3000 livres, eu égard aux malheurs et aux pertes par elle éprouvées le 14 juillet. Et puis du côté de Flessel, il y a également ce procès verbal de scellé pour son hôtel, rue Bergère, et son château du Marais, ce qui nous laisse une petite idée de ce qu'en rendant l'âme, il perdait. De ce qu'en rendant l'âme, il perdait. Donc voilà, il était extrêmement riche, il avait des hôtels, il avait des châteaux, il avait tout ce qu'il fallait. Hein. Mais là encore, qu'est-ce qu'ils font mes chiens? Ah là là. Mais là encore, reste à l'ultime suffocation de ceux qui n'auront pas le bonheur d'être dans les bonnes grâces, cette décision du roi qui, le 6 mars 1792, accordera à la veuve du prévôt des marchands une gratification de 4000 livres, eu égard à sa triste opposition. Donc là, on a donc les riches, les nobles, enfin les femmes en tout cas de ces gens-là, qui sont morts pendant le 14 juillet, qui reçoivent 3000, respectivement 3000 et 4000 livres pour les rembourser de leurs pertes, voilà, pour les dédommager de leurs pertes. Voyons maintenant ce qui se passe du côté du peuple. 8 mois plus tard, le 23 mars 1790, vers 8 heures du matin, Marie Bliard quitte la rue des Noyers à Maubert. Il fait froid, elle porte un châle sur les épaules. Elle passe devant Saint-Séverin et par le pont de Saint-Michel, puis se présente à l'office du commissaire Duchaufour, rue Saint-Louis, près du palais. Je vais boire un petit peu. Donc Marie Bliard, elle va à l'office du commissaire Duchaufour, rue Saint-Louis, près du palais. Les commissariats ont dû certes changer, mais un petit air de famille se perpétue toujours dans les institutions, un mode de vie, un folklore. Par mode de vie, par folklore, il entend bien sûr bureaucratie. Hein. On la fit attendre sur un mauvais banc. Le temps lui sembla long. Le plâtre s'écaillait au-dessus du comptoir, un planton bullait sur sa chaise. Enfin on l'appela, c'était son tour. On la fit pénétrer dans un petit bureau, où un gros type la fit asseoir. Il portait une mauvaise robe de serge noire, sale et trouée. C'était le clerc. Le clerc, hein, donc c'est la personne qui c'est la personne qui a un peu des charges administratives dans les offices notariales ou dans les commissariats, etc. Il lui demanda de décliner son nom, prénom et qualité, puis il l'interrogea sur l'objet de sa visite. Elle se mit à parler dans sa langue de commère, à raconter l'histoire dans le désordre, c'est-à-dire dans son ordre à elle. Elle raconta sa vie, puis en vint au mardi 14 juillet, car le monsieur s'impatientait. Elle parla alors de son compagnon, François Rousseau, à l'humeur de réverbère. François Rousseau, on l'a vu dans ce livre. Donc là, on a la femme de François Rousseau qui va au commissariat. C'était un brave homme, elle n'avait pas à se plaindre. Il était parti le matin, le jour de la prise de la Bastille, il était allé au faubourg Saint-Antoine. Le clerc lève alors ses besicles, il l'interrompt. Le général Leclerc, non, c'est pas maintenant. Hein. Le clerc lève le plus loin clerc, donc le clerc, c'est L-E-R-C, donc le monsieur qui note, voilà, qui a un boulot d'intendance, un boulot d'administration, lève ses besicles. Alors les besicles, vous savez, c'est avant les lunettes, elles n'avaient pas de monture qui allait jusque-là, c'était juste un truc qui vous pinçait le nez et qui faisait les lunettes. Donc les besicles, c'est ça, c'est des lunettes sans monture en fait. C'est des lunettes qui juste vous pincent le nez, pour tenir.
Ah, le clerc relève alors ses besicles, il l'interrompt. Il veut savoir ce que son mari allait y faire à la Bastille. Est-ce qu'il comptait se joindre aux émeutiers? Une ombre passe devant la fenêtre du bureau. Marie Bliard ne sait trop quoi répondre. Elle se sent soudain pas très à l'aise dans le bureau du commissaire. Elle bredouille. Son mari avait une course à faire au faubourg, on lui a dit qu'il était entré par la cour de la forteresse, entraîné par la foule peut-être, ou bien pour voir ce qui s'y passait. Elle ne l'a jamais revu. Le clerc ouvre une pochette. Silence. Il feuillette un dossier. Marie Bliard reste immobile, comme s'il lui fallait se tenir inerte, ne pas faire un bruit, pas un mouvement, se tenir pour morte pendant que le monsieur inspecte ses entrailles. Il lève et abaisse plusieurs fois ses lunettes, puis redresse le nez d'une voix froide et lente, lui demande pourquoi elle a attendu si longtemps pour venir. Elle ne sait pas, elle vient d'apprendre qu'il y avait peut-être une pension. Depuis la disparition de son mari, la vie n'est pas facile, un secours serait bienvenu. Donc je vous rappelle, pour il me saoule. Les chiens à entrer et à sortir, ils font du bruit. Pour la femme du prévôt des marchands, c'est 3000 livres. Pour la femme du général de la Bastille, c'est 4000 livres. Donc là, la femme d'un homme qui a été tué par la police pendant la Bastille, enfin par les milices bourgeoises pendant la prise de la Bastille, elle vient réclamer une pension. L'affaire ne rapportera pas 20 sols. Le clerc n'a donc pas de temps à perdre. Il la laisse un moment seule. Elle pose ses poings, fermés sur ses genoux, elle ne bouge plus. Dans la cour, un chien aboie. Elle entend les portes s'ouvrir et se refermer. Puis le clerc revient. Il tient une feuille à la main, elle remarque qu'il a des ongles pleins d'encre. Il lui explique que c'est un procès verbal de l'année dernière. Vers 9h du soir, le 14 juillet, 3 particuliers ont amené au Châtelet 2 cadavres. Eux aussi prétendaient être entrés dans la cour du gouvernement, poussés par la foule, au moment où le pont-levis cédait. Là, ils virent 2 morts et les transportèrent d'abord à l'hôtel de ville, puis au Châtelet. Les 3 particuliers s'appellent Jacques Collinet, chapelier demeurant à Saint-Nicolas, rue Saint-Nicolas, Gilles Droit, chapelier demeurant rue des Filles-Dieu, et Jean Varenne, imprimeur en papier dans la petite rue de Reuilly. Le clerc lève les yeux au-dessus de ses lunettes. Votre mari les connaissait? Elle n'en sait rien. Le clerc reprend. Le premier cadavre qu'ils déposèrent au Châtelet est un petit homme, chauve, portant une culotte de ratine grise, de gros souliers, une chemise de grosse toile et une veste de drap olive, un gilet de coton blanc. Il avait une large blessure au flanc et le pouce de la main droite arraché. La description était sèche, technique, et cependant Marie devinait une silhouette étendue sous les voûtes obscures du Châtelet, un petit corps mort auquel ce signalement donnait en fin de compte une sorte de vie secrète. Le clerc se pinça les moustaches et dit que l'homme avait été identifié et s'appelait Falaise. Falaise, on l'a vu aussi dans les chapitres d'avant. Puis il passa à l'autre cadavre. Le cœur de Marie Bliard se mit à battre. De sexe masculin, âgé d'environ 45 ans, vêtu de bas de laine à côte gris, d'une culotte blanche. Et là, elle n'entendit plus rien. L'inventaire fut relégué dans le silence, en un bourdonnement dérisoire. C'était comme si toute sa vie passée était annonnée, les 20 ans qu'elle avait vécu avec son mari, leur pauvre vie rue des Noyers, le boulot, le petit enfant mort en bas âge, les difficultés, les minuscules moments de bonheur, les promenades au porcheron, tout cela était à présent débité par petits lots, d'une voix monocorde, comme si on voulait ainsi le lui soustraire. Elle se rappelait les bas qu'elle avait tricotés, la culotte marchandée aux misères sur les quartiers, les souliers attachés comme on l'avait pu avec de vieux cordons, la veste en laine grise, le mouchoir de coton déniché à la fripe et dans la poche le passe-partout que François portait toujours. Et plus le clerc récitait son poème, gilet de toile blanche, chapeau à cocarde, chemise de grosse toile, et plus le corps réel de François Rousseau s'éloignait, se dissolvait dans d'autres choses. Ce n'était même plus un cadavre, même plus un nom, il devenait un objet, quelques lignes dans un registre, une chose qu'on voulait classer, répertorier pour en finir. Elle regarda par la fenêtre et ne vit rien, rien que le mur d'en face, et le planton qui fumait au fond de la cour. Et puis, sans s'interrompre, le clerc passa des vêtements aux blessures, comme si cela faisait partie d'un catalogue, qu'il n'y avait pas de différence entre un vieux mouchoir et une plaie mortelle, entre un gilet que l'on jette au chiffon et un cadavre que l'on descend en titubant sur un brancard dans la basse geôle du Châtelet. Des balles lui avaient traversé la gorge de part en part. Le procès-verbal ne disait rien d'autre. Soudain, elle vit le sang sur la plaie. Il lui sembla le voir, pouvoir le toucher. Son col se mit à lui serrer le cou et elle arrangea sa coiffe, qui lui sciait le front. Elle tritura un coin de son tablier. Le clerc avait saisi sa plume et l'avait trempée dans l'encre. Il ne prit pas la peine de dépenser une nouvelle feuille. Il se mit à remplir une étroite colonne en marge du premier PV. Il traçait d'étranges lignes sinueuses très vite. Elle entendait son ongle sur la feuille. C'était un petit homme replet, aux cheveux cendrés. Son encre était très noire et son écriture si fine. Une fois qu'il eut copié la date et, par devant nous, conseiller du roi, il écrivit et barra 3 mots et eut l'air agacé. Il reprit. Est comparue Marie-Jeanne Bliard, veuve de François Rousseau, allumeur demeurant à Paris, rue des Noyers, numéro 17.
Et soudain, tout fut pris dans les glaces. Son nom, celui de François, son métier d'allumeur de réverbère, leur garni en un trait de plume avait été vidé, dépouillés de leurs viscères. Il n'en restait plus que les mots, veuve, allumeur, demeurant. La machine continuait, laquelle nous a dit que le 14 juillet, le jour de la prise de la Bastille, et à mesure que le clerc transcrivait ses paroles, une langue obscure s'en saisissait, les hachurait, les tronçonnait, les nettoyait de toute vie. Ce n'était plus François qui avait été tué, c'était quelqu'un d'autre qu'elle ne connaissait pas. Et voici qu'arrivait le moment fatidique. Les mots du clerc descendaient lentement les marches froides de l'escalier. On entendit des petits pas secs sur les dalles. Puis il s'arrêta, reprit son souffle, souleva le drap mortuaire et annonna chaque syllabe en la retranscrivant. Le second particulier dont la désignation du cadavre... À ce moment, le cœur de Marie Bliard s'arrêta. Il lui sembla que la pièce était immense, puis l'instant d'après toute petite, que le mot cadavre était là, sur la table, parmi les papiers. Elle sentit remonter en elle une peine profonde. Elle pensa à la petite fille qu'ils avaient eue ensemble et qui était morte elle aussi. Et elle se sentit soudain très seule, aussi seule que Marie-Jeanne Bliard, veuve de François Rousseau, allumeur demeurant à Paris rue des Noyers numéro 17. Elle se sentit aussi seule qu'un cadavre d'allumeur de réverbère dans la basse geôle du Châtelet. Et ce fut comme si tout ce qu'elle avait aimé se trouvait à présent là, sur le procès-verbal, et allait désormais y demeurer pour toujours, en quelques lignes sèches, écrites à la va-vite par un commissaire de police. Elle eut un frisson. Ses lèvres se raidirent. Elle releva la tête, fixa terriblement l'homme qui se tenait en face. Il ne la voyait pas, il écrivait. La nuit tombe. Des foules innombrables montent les tours de la Bastille. On reste muet, interdit. Le ciel ne nous accable plus. Canivet se tient à cheval sur le parapet, silencieux face au silence. Face au vide, pardon. Silencieux face au silence. On dirait un extrait de Momentum de. Quelle horreur, la pauvre. Bah ouais, c'est... Mais c'est un truc très bureaucratie, très administratif. Ouais, j'avais vu les... Nicole Ferroni sur France Inter avait fait des chroniques sur une femme qui a perdu son enfant. Bah voilà, ça arrive. Son enfant est mort d'un cancer, je crois, quelque chose comme ça. Elle savait que son enfant allait mourir, hein, donc il y avait des chroniques du temps de la vie de l'enfant, et puis il y a eu des chroniques du temps de la mort de l'enfant, et les démarches à faire par la CAF, où on t'accuse de mentir, on t'accuse que ton enfant soit pas vraiment mort, on t'accuse de tout un tas de choses, alors que toi t'es en train de gérer le deuil, et il faut que tu gères 20 000 papiers, il faut que tu prouves la mort de ton enfant. C'est limite s'ils vont pas te demander d'envoyer un doigt par courrier pour être bien sûr que l'enfant est mort. Enfin, c'est... Les démarches administratives pour gérer des gens qui sont morts, c'est vraiment très très inhumain. L'enfant veut apercevoir la scène, le flot noir. Il essaye de reconnaître les monuments, pointe du doigt Saint-Eustache, Saint-Gervais. Là, c'est l'église Sainte-Geneviève, demande-t-il. La hauteur enivre, étourdie. Tout est là, devant lui. Des dalles de rues, méandres, artères, obscures, creusées dans le roc. Il voit tout mais ne reconnaît rien, comme Moïse sur sa montagne. Des ruisseaux coulent sur son visage. Des couples se penchent, des jeunes s'amusent à se faire peur en se bousculant. On s'aime, on s'embrasse sur la bouche. Les femmes détachent leurs cheveux. Et là, ce sont les lumières de la courtille. Et là, celles de la butte aux cailles. Au fond, ce ne sont pas les monuments qu'ils admirent, ce ne sont pas les grands édifices que leurs yeux cherchent avidement dans le noir. Ils les devinent à peine, une coupole, un clocher, une flèche. Non. Ce qu'ils découvrent, ce qui s'offre soudain, ce sont les toits enchevêtrés, les façades irrégulières, un lacis de ruelles impénétrables, une forêt de cheminées, de lucarnes, leur ville. C'est elles qu'ils contemplent, ébahis. C'est celles qui les ont bâties de leurs mains. Alors on rit, on tire des coups de feu en l'air, chacun raconte ce qu'il a vu, on répète indéfiniment les mêmes épisodes, petits morceaux de bravoure ou de panique. Des milliers de récits crépitent, circulent, s'épanouissent. Quand Rossignol cherche enfin à redescendre, c'est impossible. Car le flot monte sans cesse, les gens n'arrêtent pas de monter. On dirait que Paris s'est donné rendez-vous au sommet de la forteresse. Et puis, on saccage tout. La destruction de la Bastille commence aussitôt. On roule les pierres dans le vide. Le haut des tours est massicoté, rongé. En quelques heures, ça ne ressemble plus à rien. Les meubles sont jetés par-dessus bord, les vêtements déchirés, les glaces brisées, tout est détruit, pillé. Que c'est bon de défaire et de démolir. Personne ne pense à demain. On désire tout renverser, tout jeter, saquer, révoquer, flanquer par terre. Et ça fait plaisir, un plaisir inouï. On ne peut pas payer le loyer, eh bien foutre. Voici un fauteuil éventré, une table cul-de-jatte, un miroir éborgné, un chandelier manchot, un vase de nuit plein de fesses. Alors fesses, F, accent grave, C-E-S, ça veut dire des fissures. On n'a pas assez de ronds pour bouffer? Eh bien foutre, on danse pieds nus, on se serre la ceinture, on se baise, on picole. Feuzelot joue aux cartes dans une cellule, Lefebvre graillonne religieusement dans un tire-jus qu'il a emprunté au gouverneur. Chaurier pisse par la fenêtre, Navet fait des essayages, il enfile quelques vestes, met quelques chapeaux, défile devant le miroir, s'apprécie. Le Roux fait un jeu de piste dans les couloirs. Louise feuillette les courriers du lieutenant de la Bastille et fait fondre le cachet qui pleut sur le plancher. Vous savez, le cachet, c'est les cachets de cire qu'on mettait sur les lettres pour les fermer. Pour indiquer d'où venaient les lettres, bah là elle fait fondre toute la cire sur le plancher. Marguerite,
trimballe des perruques au bout d'une pique. Marie enfile les bracelets des reclus. Vous savez, les bracelets de fer qui tenaient les chaînes. Parce que c'est une prison, je rappelle, la Bastille. Hein. Pierre-Pierre, parce que beaucoup de gens s'appellent Pierre-Pierre ou Jean-Jean, voilà, c'est très commun. Hein. Pierre-Pierre jette un trognon de pomme. U porte les bésicles du gouverneur et se cogne au mur. Et Tronchon, à haute voix, lit un livre à l'envers. Tout le monde est là et se pâme, s'amuse. C'est assez inhumain les démarches pour le décès. Il y en a même qui essaient d'en profiter, genre les contrats EDF qui continuent d'être prélevés avec lesquels tu dois batailler pour enfin être remboursé. Les contrats EDF, les abonnements Canal, les abonnements téléphoniques et tout ça. Le pire, c'était pour le décès de ma grand-mère, les flics avaient appelé un de mes oncles en l'accusant limite de meurtre, super sec comme ton. A posteriori, les flics ont dit que c'était pour vérifier. Ouais, putain. Mais cela fut aussi très sérieux. On prit enfin la poudre, chacun se servit. Le soir même, le peuple entier était en armes. Aux quatre coins de la ville, on répétait que la Bastille était prise, que ses portes étaient ouvertes. La joie gagna tout le monde. Des décharges d'artillerie célébraient la victoire. Il y eut une semaine de réjouissances publiques, d'embrassades fraternelles, et la nuit du 14 juillet fut sans doute la plus agitée, la plus heureuse, mais aussi la plus tourmentée qu'une ville ait jamais connue. On fit allumer les lampions à toutes les fenêtres. On avertit tout le monde de ne pas se coucher. L'alerte fut générale, le peuple festoyait, mais il était irrité, menaçant. Dès minuit, des hommes parcoururent les rues en hurlant « Aux armes !» faisant un foin d'enfer. À la joie se mêlait un qui-vive. On craignait encore presque la venue des troupes royales. Il fallait se préparer, se quérir. Des groupes frappaient à toutes les portes, cognaient aux fenêtres, faisaient teinter les enseignes et valsaient les auvents. On entrait dans les maisons, on réclamait tous les hommes. Les armes passaient de main en main. On décellait les barreaux des fenêtres. On déplantait les grilles pour faire des piques. Tout Paris fut sur pied. À nouveau, le tocsin sonna. On tirait au canon. Et puis, on arracha des morceaux de trottoir. On dépava. Les rues furent bientôt sans dessus-dessous, et la ville entière fut barricadée, retranchée. On renversait de vieilles charrettes, on y jetait des tonneaux, des tables, des armoires brisées. Derrière, on faisait des réserves de pierres, de ferrailles, d'ustensiles de toutes sortes pour accabler les soldats. Des femmes armées de sabres et de broches paradèrent. Les bourgeois eurent très peur. C'est bien quand les bourgeois ont peur. Ce fut la nuit la plus terrible qu'ils aient jamais passée. Partout, des gens de petits métiers, des chômeurs, des vagabonds, erraient à la lueur des torches. La rue était à tout le monde, on forgeait des piques, on fondait les balles. Les gardes françaises occupaient les barrières, on se tenait torse nu, accoudé à une table jetée dehors, on fumait, on blaguait. Des ombres étaient tapies dans le clocher de Notre-Dame, sur les toits, et guettaient. Les troupes du roi en silence se retirèrent. Et ce soir-là, les marquises dormirent très mal. Les libertins n'allèrent pas au tripot et les carrosses restèrent à la remise. On fit griller des sardines sur les marches de l'hôtel de ville. On fit valser les pupitres. Les gens déboulèrent de tous les faubourgs dans le centre de la capitale. On venait même de plus loin. On débarquait de Gonesse, de Sèvres, de Montrouge. Les fossés de la Bastille étaient à présent jonchés de débris, de pieds de table, de portes d'armoires, d'éclats de bois insolites, cuvettes en faïence, boîtes à poudre, brosses et peignes, lambeaux de vêtements. Une immense allégresse s'empara de la ville. On dansait, on chantait, on riait. Les témoignages du jour parlent d'une ambiance folle, exubérante, jamais vue. La joie. Ça n'arrive pas tous les jours, la joie. Et elle se diffusa de toutes parts, remonta les avenues, les rues tortillantes, les escaliers pourris, pénétra les galetas, cribla le fleuve, enfonça les portes et coupa les ponts. Vers 9 heures du soir, à l'hôtel de ville, le marquis de La Salle, commandant de la milice bourgeoise, passa sous les baïonnettes et accueillit en souriant les vainqueurs de la Bastille. Une fois qu'il les eut embrassés, qu'il les eut complimentés beaucoup, il leur demanda de se nommer. Un grand nombre refusèrent de donner leur identité. Alors les électeurs Étis de Corny, peut-être, Poupard de Beaubourg, à présent intrépides, à leur aise, nonchalamment accoudés à l'espagnolette, les encouragèrent à se signaler. Comme on insistait, les émeutiers commencèrent à s'éloigner, méfiants, farouches. À dire vrai, on les comprend. Certains vainqueurs n'auront pas le temps d'être ajoutés à la liste de l'hôtel de ville qui seront déjà pendus du fait de leur débordement. Le marquis de La Salle eut donc beau rappeler aimablement que les gens qui s'éloignaient tentaient de faire revenir d'un ton paternel, tartuffe et dévotieux. Ils se sauvèrent incontinents dans les ruelles. Ainsi les hommes échappent à l'échafaud comme au livre d'histoire. Ah, c'est bien ça, Lenny Konata, t'as une bonne mémoire. Ainsi les hommes... Bonsoir Cohen. Tiens, c'est pas fini, j'arrive au milieu de quoi? T'arrives au milieu de 14 juillet d'Éric Villard, récit de la Révolution française, enfin récit du 14 juillet du point de vue du peuple. Et j'aime beaucoup cette phrase, ainsi les hommes échappent à l'échafaud, comme au livre d'histoire. Là t'as donc le marquis de La Salle qui arrive et qui disait franchement les gars, la prise de la Bastille, GG, hein, bravo, ça s'est très bien passé, GG well played. Écoutez, comme vous êtes des genres de héros, pourquoi est-ce que vous nous donneriez pas vos noms?
Et les gars, ils sont là, nos noms. Pourquoi faire? Parce que si on vous donne nos noms et qu'après vous décidez finalement, plutôt que de nous donner une médaille, mais de nous couper le cou, de nous couper la nuque, peut-être on va pas le faire en fait. Et du coup, vu qu'ils ont pas donné leur nom, ces héros de la Bastille, ils échappent à l'échafaud, mais ils échappent aussi au livre d'histoire. Du coup, on ne sait pas qui sont ces gens qui ont dit non, qui ont refusé de donner leur nom. On ne sait pas qui ils sont. On sait qu'ils ont existé, mais on ne sait pas qui ils sont parce qu'ils n'ont pas donné leur nom. Donc ouais, les hommes échappent à l'échafaud comme au livre d'histoire. J'aime beaucoup cette formule. Donc voilà, les gens du peuple n'ont pas eu l'occasion de raconter leur point de vue. On a leur point de vue à travers des récits qui sont venus plus tard. Mais comme beaucoup sont morts, chacun n'a pas pu raconter son propre point de vue. Et effectivement, c'était le risque de se faire tuer, quoi. Le piège pas du tout évident. Oui, bien sûr. Ouais, c'est bien ce que vous avez fait. Vous vous appelez comment, hein? Vous vivez où? On raconte que le 14 juillet, en toute fin de journée, il pleut. Je n'en suis pas très sûr, les avis divergent. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une pluie de papier. On balança en l'air les archives de l'ordre. Registres d'écrous, requêtes demeurées sans réponse, livres de comptes que l'on vit planer, volter, se poser sur les toits, dans la boue, sur les arbres, dans les fossés crasseux de la forteresse. Les badauds regardaient ces brassées de feuilles, de pages, de cahiers, jetés par les fenêtres. On aurait dit une manière d'aumône, de don à tout et à rien. Les livres tombaient, les feuilles neigeaient. On devrait plus souvent ouvrir nos fenêtres. Il faudrait de temps en temps, comme ça, sans le prévoir, tout foutre par-dessus bord. Cela soulagerait. On devrait, lorsque le cœur nous soulève, lorsque l'ordre nous envenime, que le désarroi nous suffoque, forcer les portes de nos Élysées dérisoires, là où les derniers liens achèvent de pourrir et chouraver les Marocains, chatouiller les huissiers, mordre les pieds de chaise et chercher la nuit sous les cuirasses, la lumière comme un souvenir. Oui, on devrait, parfois, lorsque le temps est par trop gris, lorsque l'horizon est par trop morne, ouvrir les tiroirs, briser les vitres à coups de pierre, et jeter les papiers par la fenêtre, les décrets, les lois, les procès-verbaux, tout. Et cela choirait, s'effondrerait lentement, pleuvrait dans le caniveau, et il tournoierait dans la nuit comme ces papiers gras qui, après la foire, tourbillonnent sous les manèges. Ce serait beau et drôle et réjouissant, nous les regarderions tomber, heureux, et se défaire, feuilles volantes, très loin de leur tremblement de ténèbres. Et ben voilà. Cette fin, moi, me fout sur le cul à chaque fois. Qu'un écrivain comme ça. Bon, alors, c'est Eric Vuillard, c'est pas n'importe qui, mais c'est quand même un écrivain qui est reconnu un petit peu par la doxa bourgeoise littéraire, etc. Fasse un appel comme ça à la révolution. On devrait, lorsque le cœur nous soulève, lorsque l'ordre nous envenime, lorsque le désarroi nous suffoque, forcer les portes de nos Élysées dérisoires, là où les derniers liens achèvent de pourrir et chouraver les Marocains, chatouiller les huissiers, mordre les pieds de chaise et chercher la nuit sous les cuirasses, la lumière comme un souvenir. Là, on a un vrai appel à la révolution. Eric Vuillard, il nous dit, quand on n'en peut plus, quand on crève de faim, quand on crève d'autorité, quand on crève d'ordre, quand on crève de bourgeoisie, quand on crève de tout ça, on devrait y aller. On devrait ouvrir les fenêtres, tout jeter par les fenêtres, tout péter. Et puis tout ça, ça s'écroulerait un petit peu lentement, et puis on regarderait ça tomber, on serait heureux. Si ça nous apporte pas la révolution, au moins ça nous apportera un moment de bonheur. Parce que le 14 juillet, ça n'a pas apporté la révolution. Le 14 juillet, je pense que ça a apporté beaucoup de choses. Ça a apporté aux bourgeois une peur du prolo. Et ça, c'est très important, que de faire peur aux bourgeois. Aujourd'hui, Macron, il a peur de nous. Hein. Le gouvernement a très très peur de nous. Sinon, il n'y aurait pas de loi sécurité globale. Hein. Ça, vous vous en doutez bien. Sinon, on laisserait pas les flics tabasser les manifestants. Sinon, on laisserait pas l'État autoritaire, fasciste, qui est en train de s'instaurer. L'État a extrêmement peur de nous. Et on devrait lui donner raison, même si ça nous apporte pas la révolution, ça nous apportera beaucoup de bonheur. Ouais. Rentrer dans l'Élysée, péter la vaisselle, arracher les rideaux, pisser sur les tapis, se moucher dans les tentures, tabasser Brigitte, j'en sais rien. Bon, tabasser Brigitte pas forcément, mais non, il y a quelque chose de jouissif, quoi, à se faire détruire tout ce qu'on a et de rendre un petit peu les coups, quoi, de temps en temps. Leur rappeler qu'on, dans démocratie, il y a Demos et il y a Kratos, quoi. Si on s'unit, on a vraiment le pouvoir. Bah oui. Mais il suffit de voir la peur qu'ils ont d'une grève générale. Il suffit de voir la peur qu'ils ont d'une grève générale. Si on s'unit et qu'on arrête tous de bosser, ils sont plus rien.
Le maître a besoin d'esclaves, l'esclave n'a pas besoin de maître. Ça, c'est un truc qui est vrai depuis, qui était vrai à l'époque de Marx et qui a toujours été vrai. Nous, on peut vivre sans eux, hein. Nous, on peut vivre, travailler, se nourrir, se loger, sans avoir besoin de maître, sans avoir besoin de gouvernement, sans avoir besoin de bourgeois. Alors que le bourgeois ne peut pas vivre sans nous. Le bourgeois ne peut pas vivre sans gens pour travailler à sa place. Donc il y a ce côté-là, ouais, effectivement. Si on s'unit, mais bien sûr qu'on peut. Bien sûr qu'on peut. Est-ce qu'on s'unira? Comment est-ce qu'on s'unira? Est-ce que ça passera par la révolution? Est-ce que ça passera par la grève? Est-ce que ça passera par révolution? J'entends révolution violente, hein, évidemment. Est-ce que ça passera par les urnes? Il y a plein de penseurs aujourd'hui qui disent qu'il n'est pas impossible que ça passe par les urnes. Lordon. Lordon fait vraiment partie de ceux qui pensent que ça ne pourra pas passer par les urnes parce qu'aujourd'hui la finance a beaucoup plus de pouvoir que l'État et que la finance a toujours le pouvoir de faire pression, le pouvoir de faire du chantage sur des choses qui seraient absolument ignobles. Par exemple, vous savez que la finance a aujourd'hui le pouvoir de vendre les titres de la dette souveraine du pays pour faire augmenter les taux d'intérêt. Et donc couler le pays si on ne fait pas exactement ce qu'il demande. Ils peuvent faire exactement Marsamel, ils peuvent faire du chantage à l'emploi. Ils peuvent très bien dire, bah, hey, vous voulez faire un gouvernement de gauche, bah, vous ferez un gouvernement de gauche sans nous, parce que nous on n'engage plus. Mais à ce moment-là, il faudrait que par les urnes, on réussisse à avoir un gouvernement qui impose la destitution des moyens de production et la restitution des moyens de production aux prolétaires. Est-ce qu'on peut imaginer une urne révolutionnaire, un candidat qui, s'il gagne, trouvera le moyen de retirer à la finance tout ce pouvoir qu'elle a. C'est compliqué, hein? Parce que le pays est construit là-dessus. Le pays est vraiment construit là-dessus. Tialetti, il nous dit: j'ai vraiment eu l'impression profonde que la révolution par les urnes ne pouvait pas se passer en 2017. 2017, c'était compliqué. Hein. 2017, c'était vraiment compliqué. 2017, c'était vraiment une année de merde. Hein. Rétrospectivement, ce qu'on a fait là, cette horreur qu'on a fait, j'ai vraiment l'impression que la révolution par les urnes ne pouvait pas se passer. C'est pas ça que tu voulais dire? Mais la situation dans laquelle on a eu le choix, rétrospectivement, parce qu'on ne le savait pas à l'époque, et on ne peut pas nous reprocher de ne pas l'avoir su à l'époque, parce que ça demande une éducation politique que beaucoup de gens, la plupart des gens n'ont pas eu pour voir venir ça. Même moi, d'ailleurs, qui à l'époque, en 2017, n'avait pas forcément une culture politique forcément très, très grande. Mais la plupart des gens ne savaient pas que Macron était d'extrême droite. Et la plupart des gens pensaient vraiment que voter Macron, c'était faire barrage à l'extrême droite. J'ai dit merci à Néron pour le 9e mois d'abonnement, mais merci à Néron, parce que j'y ai pensé tout à l'heure, et puis je crois que j'ai dû continuer ma phrase, mais merci beaucoup Néron de t'être abonné. Oui, ah bah j'ai déjà dit merci, bon bah. Je me suis dit c'était la dernière chance plus tard, je me suis dit que même à ce moment-là, on n'avait pas la possibilité de gagner. Une solution à l'étude qui me paraît pouvoir fonctionner serait d'autoriser le rachat de dettes publiques par la Banque Centrale Européenne. Ouais. Après, il y a la solution aussi on rembourse pas la dette. Ça devrait mettre par terre le système, un truc pareil. Ouais, ça pourrait mettre par terre le système. Ça voudrait dire que la Banque Centrale Européenne rachèterait toute notre dette et devrait du coup, elle, avoir à la payer avec les fonds qu'elle a et avec les fonds qui lui sont alloués. Pourquoi pas il y a aussi la solution de ne pas la payer, mais la solution de ne pas la payer, c'est prendre le risque de ne plus jamais avoir de crédit. Voilà. Ça s'est déjà fait par le passé, bien sûr. Ne pas payer la dette, c'est possible. Ne pas payer la dette, c'est possible. Après, moi, avec l'éducation économique que j'ai, qui est pas forcément ultra développée, voilà, je lis Lordon, je lis ce que je peux en économie, j'ai l'impression que on reproche beaucoup aux hommes politiques d'extrême gauche de dire non mais comment vous allez financer ça. Voilà, on dit tout le temps à Frio, mais comment vous allez financer le salaire à vie. Le salaire à vie, ça se finance tout seul. Le salaire à vie, ça se finance sans aucun souci. Vraiment, il y en a du pognon.
Il y en a du pognon. Mais on dit à Mélenchon comment vous allez financer ça, on dit à Poutou comment vous allez financer ça, etc. Parce qu'il n'y a pas d'argent magique. Et on voit Macron nous sortir 100 milliards d'euros. Nous sortir 200 milliards d'euros, 300 milliards d'euros, 400 milliards d'euros. Tout l'argent qui a été sorti pour répondre à la crise du Covid, il vient d'où? Mais l'argent, c'est magique, les gens. Mais exactement, quand même. On croit que l'argent n'est pas magique, mais l'argent, c'est magique. Voilà. Après, la dette publique n'a pas vocation à être remboursée. Non, mais la dette publique a vocation à exister. Mais pas à être remboursée dans son intégralité, puisque de toute façon, on aura toujours de la dette publique. Mais le fait qu'on en rembourse plus ou moins, ça influe quand même énormément sur le fait qu'on va demander de plus en plus de choses aux prolos. Il faut prendre de l'argent, là où il y en a. C'est-à-dire chez les pauvres, ils en ont pas beaucoup, mais ils sont très nombreux. Je crois que c'était Groucho Marx qui disait ça, un truc, une connerie comme ça. Mais ouais, si tu veux financer un projet d'extrême gauche extrêmement audacieux, tu peux aussi compter sur de la dette. Pour moi, c'est pas une bonne solution, mais je pense qu'il pourrait y avoir une offre politique qui dirait bah ouais, mais on fait un projet d'extrême gauche, on fait un truc ultra ambitieux, salaire à vie dès maintenant, et on finance ça par de la dette. Mais dans ce cas, on peut pas arrêter de payer la dette parce que plus personne nous prêtera de pognon. C'est ça qui est compliqué. C'est un mépris total de sortir autant d'argent alors que pendant des années, il a sabré tous les budgets. Oui, et puis c'est un mépris total de baisser les APL, c'est un mépris total de baisser le budget de l'éducation nationale, de baisser le budget des hôpitaux, parce que l'éducation nationale, lui, il vous dit que le budget, il a augmenté, mais pourquoi il a augmenté en réalité? Parce qu'il a dépensé un pognon de dingue pour financer le SNU, le service national universel, là, et il a mis ça sur le compte, non pas de l'armée, parce que c'est pas un service militaire, mais il a mis ça sur le compte de l'éducation nationale, le service national universel. Donc en vrai, il a baissé les fonds alloués à l'éducation nationale. Il a baissé les fonds alloués aux hôpitaux. Il a réduit le nombre de lits de réanimation. Et tous les dirigeants, les 3 derniers dirigeants qu'on a eus, ont réduit les nombres de lits en réanimation. Et à côté de ça, on supprime l'ISF, qui est une source de pognon pas possible. Si je vous dis fraude fiscale, en 2019, c'est combien la fraude fiscale en 2019 ? 100 milliards d'euros. Ce qu'on a emprunté, c'est-à-dire l'argent avec lequel on a créé de la dette, qui va devoir être remboursé par les prolos, qui va devoir être remboursé par une politique d'austérité, en sachant que les politiques d'austérité ne sont pas efficaces. Tout l'argent là, de la relance économique, les 100 milliards d'euros de la relance économique, ça correspond à la fraude fiscale. On supprimerait la fraude fiscale. On arriverait à endiguer la fraude fiscale. On le fait pas parce qu'on n'a pas envie de le faire. On le fait pas parce que c'est pas possible. On le fait pas parce qu'on n'a pas envie de le faire. On supprimerait la fraude fiscale. On rétablirait l'ISF, et un ISF beaucoup plus restrictif que ce qu'il était, parce que l'ISF tel qu'il était, bon, c'était mignon. Hein. On mettrait un vrai ISF. Un truc genre vraiment qui te taxe tout ce que tu gagnes au-dessus de 5000 balles. Allez, progressivement, au-dessus de 10 000 pour commencer, j'en sais rien. Mais on ferait vraiment ça? ISF 5 milliards, CICE 20 milliards, fraude fiscale 150 milliards. Bah voilà. Mais là, il y en a du pognon. On le trouve, le pognon. Par an. Oui, bah oui, par an. Tant qu'à faire. Alors que les 100 milliards de la relance, c'est pas en un an qu'on va les rembourser, c'est en beaucoup plus de temps que ça. Donc non, il y en a du pognon pour faire des projets d'extrême gauche. Il y en a du pognon pour recréer complètement la société. Pour faire un salaire à vie, pour faire une garantie universelle, une garantie économique universelle, comme la propose Frédéric Lordon. Bernard Friot. D'ailleurs, on lira du Bernard Friot, il faudra qu'on lise du Bernard Friot, c'est super intéressant. Comment créer un communisme parfait avec le salaire à vie. Ça c'est brillant ce que propose Friot. Mais on en a déjà beaucoup parlé avec Lordon, et je vous invite à regarder les vidéos sur la garantie économique universelle qui sont sur ma chaîne YouTube, ou à regarder l'usine à finance, la pompe à finance, le blog de Frédéric Lordon, qui a écrit récemment un nouvel article. Le Fredo a écrit un article récemment, et je ne l'ai pas lu, je vous ai attendu pour le lire. Est-ce que ça vous branche? Panique anticomplotiste.